d'expliquer ça. Donc, si vous regardez bien, ici sur ce slide-là, vous avez donc une personne qui est mal intentionnée, qui est là avec son dispositif qui est un ordinateur portable. Et à travers Internet, parce que nous devons savoir qu'aujourd'hui, donc, la plupart des réseaux sont des réseaux considérés comme ouverts. Cela veut dire qu'avec l'évolution d'Internet et puis avec la mobilité et donc le système de télétravail, donc les entreprises ont leurs réseaux qui sont open, donc, et que les utilisateurs peuvent à travers le monde, quel que soit l'endroit où ils sont, se connecter sur les ressources de l'entreprise en passant le plus souvent par le réseau public qui est Internet. Donc, vous avez vu, ce hacker-là envoie à distance donc un certain nombre de paquets pour polluer ou en tout cas déstabiliser donc, les infrastructures réseau que vous voyez ici. Et nous avons en termes de ressources donc du overload, cela veut dire qu'il y a tout un ensemble de dispositifs, que ce soit des disques durs, la bande passante, les mémoires tampons et autres qui sont saturés de telle sorte que les utilisateurs légitimes normalement qui devaient se connecter sur soit le serveur ou en tout cas qui devaient se connecter sur le réseau ne sont plus en mesure de le faire parce que tout simplement les équipements réseau ne sont plus en mesure de répondre correctement. Donc le plus souvent maintenant, la personne qui est mal intentionnée, qui est donc l'attaquant ou le hacker, donc peut tout simplement coordonner avec d'autres personnes mal intentionnées à travers le monde et puis au même moment envoyer donc ce qu'on appelle un ensemble de pings, des pings donc à travers le monde. Ils ont des milliers ou en tout cas des millions d'individus qui envoient donc ce type de paquet à travers un système ou un réseau ou en tout cas un serveur. Donc ce système peut tout simplement tomber donc, et ne plus être en mesure de réagir comme il faut. Donc c'est ça qu'on a appelé ici les ping flooding. Sinon, il est possible aussi qu'un paquet qui est un vert, donc c'est-à-dire un programme qui se multiplie lui-même, donc peut être envoyé par un hacker et que ça vient polluer le réseau et que éventuellement donc les périphériques chargés de réagir et de répondre aux requêtes des clients ne soient plus en mesure de le faire. Donc ça, c'est s'il s'agit de ressources. Maintenant, s'il s'agit de qui sont overlappés, cela veut dire que donc on les a surchargés de telle sorte que donc ces paquets-là, de manière qui sont des paquets anormaux, donc vont saturer le réseau et déstabiliser cet environnement auquel donc les utilisateurs légitimes devaient envoyer leurs paquets et se connecter. Donc si vous regardez bien, c'est via un réseau public parce que la plupart des serveurs qui ont été attaqués, que ce soit les serveurs d'information générale de chez nous, qui ont été victimes d'attaques, comme on pourrait Kibaru, qui sont deux sites qui ont été attaqués parmi les 20 millions de... Attention, parmi les 20 000 sites plutôt, qui ont été ciblés et piratés. Donc nous pouvons dire que ces sites étant hébergés dans un environnement public, donc visible sur Internet, donc, et éventuellement accessible à tous. Donc les hackers peuvent à tout moment essayer de pénétrer. Maintenant, il appartient à la fois aux hébergeurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, ou en tout cas les entreprises qui font de l'hébergement, donc de protéger au mieux leur cloud, de protéger au mieux leur serveur et leur réseau pour que tout simplement que ces attaques ne puissent pas être bloquées à l'entrée ou en tout cas bloquées au niveau
des dispositifs. Et si vous regardez bien, donc on peut avoir un certain nombre de pings trop larges qui sont envoyés à travers le réseau et qui viennent saturer donc les mémoires tampons des équipements. Parce que dites-vous bien qu'un équipement peut crasher si on lui envoie une certaine quantité de données non légitimes et non normales. Parce que nous savons qu'un paquet qui est envoyé à travers le réseau ne doit pas dépasser une certaine taille. Parce que au maximum, l'information ne doit pas dépasser donc, le 1518. Donc si on arrive à avoir des trames de longueur supérieure à ça, cela veut dire qu'il y a réellement problème. Donc si on utilise des paquets, vous voyez, de taille 65 000, donc cela veut dire que c'est des paquets non légitimes et ça ne peut être qu'une attaque. Pour les attaques, en général, nous savons que quand on envoie une requête destination est perturbée donc par un poste de hacker qui vient usurper donc une adresse et qui passe par le réseau et éventuellement déstabilise cet environnement. Ce qui veut dire que si le routage maintenant à travers les messages de broadcast qui sont redirectionnés et envoyés, cela va tout simplement sans dire que le réseau sera perturbé parce qu'il y aura tout simplement dans cet environnement des centaines de milliers de machines qui vont venir polluer notre réseau. Donc comme vous le voyez ici sur cet exemple, donc les zombies et que le routeur là, à un certain moment, donc n'est plus en mesure de répondre parce que tout simplement donc le lien qui est le lien WAN est tellement saturé que donc le routeur n'est plus qui est le plus souvent aussi quand c'est un local là pas serein de réagir correctement. Nous avons aussi toujours par rapport au DOS, nous avons ce qu'on appelle les TCP sync, ce qui veut dire synchronisation. Nous savons que TCP est un protocole de transport qui est très fiable et orienté connexion. C'est cet aspect orienté connexion qui rend quand même le protocole fiable qui est exploité aujourd'hui par plusieurs hackers. Parce que nous savons que pour que deux machines puissent communiquer puissent communiquer à travers un réseau, il faut forcément un protocole de transport. Maintenant, si ce protocole de transport est TCP, TCP étant fiable, il faut d'abord que la connexion soit établie entre les deux pour que les données puissent être envoyées. Donc c'est pour cette raison qu'on est obligé de synchroniser. De manière générale, c'est comme si la machine disait je veux communiquer avec vous. L'autre dit oui, je suis d'accord, on veut communiquer et on établit la connexion. Maintenant, ce qui se passe le plus souvent pour ce type d'attaque est que les hackers vont envoyer des messages de synchronisation pour essayer d'établir une connexion avec le serveur. Et si on autorise bien entendu cette ouverture et que les machines qui sont de l'extérieur puissent établir des connexions vers les machines qui sont à l'intérieur, donc ça veut dire que le hacker peut toujours essayer de négocier, ou en tout cas plusieurs hackers essaient de négocier avec un serveur sans pour autant tomber d'accord sur les préalables de cette négociation, ce qui fait que le serveur, donc qui est la machine cible, va tout simplement recevoir plusieurs messages de synchronisation et qui ne seront jamais acceptés parce que le hacker, son objectif, c'est pas réellement d'établir cette connexion, mais c'est d'essayer de déstabiliser le serveur. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, donc, le serveur va se mettre à effectuer des opérations donc, allant dans le sens de se synchroniser avec les postes du hacker, tout en laissant de côté donc, sa fonction principale qui était tout simplement de réagir par rapport aux requêtes des utilisateurs légitimes qui sont à l'intérieur de son réseau. Voilà, maintenant si on parle des DOS, exactement, donc c'est des variantes, hein, c'est des variantes de DOS
qui peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense qu'on l'a déjà dit, est distribué. Donc avec la lettre D, la première lettre D qui représente le mot distribué. Ça veut dire que c'est de la même manière, nous avons plusieurs requêtes qui sont envoyées vers le même serveur et qu'au finish, donc, nous avons les bandes passantes qui sont saturées, nous avons donc les buffers du serveur qui sont saturés et que le serveur n'est plus disponible, donc ne peut plus répondre aux requêtes légitimes envoyées par les utilisateurs, donc reconnus du réseau. Donc comme exemple, nous avons donc le downtime et la productivité qui est perdue. Ça veut dire que s'il y a des attaques de ce type et que des centaines de milliers, ou en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des millions d'utilisateurs tentent d'accéder au réseau, soit par TCP5 ou par tout ce qu'on a eu à lister sur les DOS, mais à travers à travers le réseau, à travers Internet, de manière dispersée. Donc c'est distribué. Nous pouvons aller jusqu'à perdre tout simplement la productivité ou bien tout simplement faire un délai normal reconnu donc pour une communication réseau. Nous avons aussi des pertes de revenus donc, qui sont forcément qui seront les conséquences de ces attaques parce que des sites qui prennent des engagements pour une publicité, en tout cas d'un événement qui doit se dérouler 48 heures et qui est déstabilisé pendant 72 heures, donc risque de rembourser. Hein. Cela veut dire que le support de service n'est plus là et on perd en termes de revenus. On perd aussi en termes de loyer parce que tout simplement, donc, la notion de confiance, les gens vont se dire que non, etc. Euh, euh, c'est pas, ils ne sont pas très, ils ne sont pas très calés ou en tout cas des propos allant dans le sens euh, de minimiser ou en tout cas de critiquer leur service. Nous pouvons aussi, pour ces attaques, des risques de vol d'informations, bien sûr, parce que n'oublions pas qu'en termes de sécurité, donc nous avons les trois principes qui sont la confidentialité qui vise tout simplement à la protection de données pour qu'on ne puisse pas les lire, donc l'intégrité qui vise à sécuriser les données pour qu'on ne puisse pas les modifier, ou même si on les modifie, on saura que les données ont été modifiées, et la disponibilité dont il est question, donc, qui plus ou moins donc, permet à rendre toujours disponible un service. Donc si le service n'est plus disponible, cela veut dire que tout simplement, il y a un problème. Les vols d'informations, ces vols d'informations peuvent être des vols d'informations de cartes de crédit pour faire des achats en ligne, des commandes de billets d'avion, etc., etc. L'extorsion de fonds, bien sûr, surtout au niveau des transactions bancaires. La manipulation sur les prix de stock, bien sûr, parce qu'un produit qui est en ligne et surtout avec les serveurs e-commerce, le gars arrive à accéder à modifier le prix. Donc si quelqu'un achète à distance, il va certainement dire que les risques de ce type d'attaque. Sans oublier donc l'aspect compétition, bien sûr, parce que les autres concurrents du même domaine, des autres entreprises concurrentes, peuvent plus ou moins donc aussi entrer en jeu par rapport au risque, parce que si j'essaie d'acheter un produit et que je vois que votre site, en tout cas, n'est plus disponible et piraté, voilà, ou bien est tout le temps piraté, donc cette confiance-là est perdue et qu'en termes de compétition, je risque d'aller chez le concurrent ou en tout cas chez l'autre. Ces distributed denied of service attaques donc sont aujourd'hui très populaires et très connues et que donc du point de vue fonctionnement, si les paquets ou en tout cas les opérations qui sont effectuées par rapport à cette méthode d'attaque sont larges, cela veut dire qu'au finish, donc, on ne peut pas faire grand-chose parce que typiquement, donc, les cibles seront déstabilisées, quoi. Donc, pour le reste, c'est des aspects techniques, je pense que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Voilà, donc en résumé, c'est ça, les DDoS
Et maintenant, peut-être rapidement, on va essayer de donner des solutions pour pouvoir se protéger contre ce type d'attaque. Voilà, donc parmi les solutions ici, nous avons les antidos, qui sont des dispositifs sous forme de firewall qu'il faut mettre en place sur le routeur. Donc il faut les configurer correctement sur les périphériques, les équipements, surtout qui sont à la périphérie du réseau et qui plus ou moins donc, sont connectés au reste du monde, en tout cas à la zone qu'on appelle la zone outside, qui est la zone externe. Il faut aussi installer des anti-spoofs qui peuvent aussi être intégrés dans le dispositif de firewall. Cela veut dire qu'il faut mettre en place des listes de contrôle d'accès, bien sûr. Il faut mettre en place un système de prévention d'intrusion. Il faut éviter, n'est-ce pas, de saturer les tables de routage avec des routes inutiles ou larges, ce qui veut dire qu'il faut une meilleure optimisation des routes, n'est-ce pas? Il faut désactiver le IP sur route, donc au niveau de ces périphériques. Il faut aussi, donc, avec le provider qui est le fournisseur d'accès Internet, qui est l'organisme qui vous accompagne plus ou moins et qui vous permet d'aller sur Internet, donc il faut essayer avec lui d'implémenter un système de limitation de taux de trafic. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que vous devez utiliser des commandes qui feront de telle sorte que si on voit qu'il y a une certaine quantité de données, qui circulent de manière anormale à travers le réseau, donc que ces informations soient bloquées pour que vous puissiez voir réellement de quoi il s'agit et éventuellement les autoriser ou les refuser. Voilà, donc comme on l'a dit, tout ce qui est spoofing et autres doit être contrôlé, doit être aussi géré. C'est pour cela qu'il faut bien configurer l'authentification, bien gérer l'autorisation et utiliser donc des dispositifs de cryptage solides, surtout pour ce qui concerne les mots de passe et éventuellement donc implémenter des dispositifs pour tout filtrer. Donc pour terminer, pour peut-être un peu sortir de ce carcan de technicien ou de concept d'utilisateur de concepts techniques, je vais tout simplement donner un exemple. On sait que la sécurité est complexe. Étant complexe, l'exemple qu'on va choisir pour plus ou moins expliquer ce dont il s'agit au juste, c'est par exemple quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, et éventuellement qui a des sous, par exemple chez lui, qui a une maison qui est large, avec un portail d'entrée, ensuite son bâtiment, et qui peut-être plus ou moins veut sécuriser cet argent-là donc qu'il a gardé à la maison. Et donc pour cela, quel dispositif de sécurité il peut, ou bien en tout cas il doit mettre en place? Donc il peut mettre en place un dispositif avec des vigiles, donc des agents de sécurité qui sont à l'entrée, qui sont à l'intérieur, donc qui sont aussi donc, au niveau de la porte d'entrée du bâtiment. Ensuite, il peut installer un dispositif de surveillance vidéo. Donc, il peut mettre en place des caméras de surveillance. Et avec ces caméras de surveillance, il aura la possibilité de visualiser et d'enregistrer encore une fois les entrées et sorties au niveau du bâtiment. Et en plus de ça, il peut même acheter des chiens et puis renforcer donc la sécurité en laissant traîner ces chiens à l'intérieur de sa maison. Donc ensuite, quand on vient au niveau de la porte d'entrée du bâtiment, donc il peut mettre un système de codage avec reconnaissance digitale ou en tout cas un code qu'il faut taper donc, pour sécuriser l'entrée au bâtiment. Et quand on entre maintenant à l'intérieur du bâtiment, il a son coffre, n'est-ce pas, qui contient de l'argent. Normalement, donc, le coffre doit être bien gardé et protégé à l'intérieur du bâtiment. Donc, il va forcément chercher un coin
pas très accessible, pas très visible. Donc pour mettre le coffre là-bas avec un code bien sûr, et si possible même comme ça se fait actuellement avec donc des caméras de surveillance à l'intérieur. Mais malgré tout ça ne va pas lui empêcher peut-être de chercher une arme pour se protéger. Donc c'est ça la sécurité. Donc il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais nous devons tout simplement investir au mieux sur la sécurité pour protéger notre environnement, pour protéger nos données, pour garder les informations sensibles dans des coins sensibles bien cryptés, pour protéger donc les données contre les attaques internes, les attaques externes et éventuellement donc être à l'abri entre guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre les menaces parce qu'il y aura toujours dans le monde des personnes mal intentionnées qui auront pour objectif toujours de venir déstabiliser donc le système, de venir déstabiliser soit le réseau ou en tout cas de rendre non disponible ou encore de pirater des sites, que ce soit des sites de gouvernement, des sites d'information ou en tout cas n'importe quel site. Ne soyez pas négligents, mettez en place un dispositif de sécurité et formez vos éléments pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne la sécurité, pour qu'ils puissent s'imprégner sur les nouvelles menaces et être à jour par rapport à l'actualité sur les cyberattaques, sur la cybercriminalité, sur les cyberguerres. C'était là la présentation que je voulais vous faire. Donc je vous remercie de votre attention et certainement à la prochaine fois. Merci.